Azeb Oldegorgis, Michel Séauger, Raphaël Jacob, bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour, Catherine. Parlons d'abord de la stratégie de Donald Trump sur les tarifs, parce que là, on va aller voir son Truth Social sur la Chine. Il y aura des pourparlers avec la Chine en fin de semaine, ça va se passer en Suisse. Et là, hop, il pourrait reculer. Je ne pense pas qu'il va dire reculer, vous me direz, là, mais en tout cas, il pourrait abaisser, les droits de douane à 80 plutôt que 145 sur la Chine. Tout ça dépend de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Je disais, il ne dira pas qu'il recule, là, Azeb, lui, là. Non, Scott Bessent, en fait, il y a beaucoup de pression sur lui parce que voilà, c'est quand même un bras de fer qui dure depuis quelques semaines entre la Chine et les États-Unis. Donc, il a dit voilà, c'est à toi de jouer, Scott, en Suisse. Il faut que tu arrives à négocier quelque chose. Ce que ça montre, en tout cas, c'est que Donald Trump a la volonté vraiment d'arriver avec une entente avec la Chine. Mais 80%, ça reste quand même astronomique là, comme droit de douane sur la Chine, surtout quand on regarde toutes les importations que les États-Unis font de la Chine. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer, mais ça montre quand même une volonté de Donald Trump. Et on sent que la Chine n'est pas vraiment pressée. On ne les entend pas beaucoup. Là, Xi Jinping, il est à Moscou en train de célébrer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. On sent déjà qu'il y a vraiment un rapprochement entre la Chine et la Russie. Et Donald Trump, lui, le temps presse parce qu'il y a une pression quand même ici aux États-Unis pour qu'il y ait une entente avec la Chine. Vous savez, le fabricant de jouets Mattel, par exemple, il a dit qu'écoutez, Donald Trump, son pari là, de refaire venir les usines, les manufactures aux États-Unis. Il a déjà dit que ça ne va jamais marcher, ça ne va pas marcher. Donald Trump tout de suite a rétorqué en disant je vais commencer à mettre des droits de douane de 100% sur les jouets. Mais c'est juste pour vous donner une idée qu'au niveau des gens d'affaires ici aux États-Unis, ces droits de douane, on ne comprend pas vraiment l'objectif qu'a Donald Trump là-dessus. Michel? Peut-être qu'il n'a pas d'objectif, que l'objectif, c'est de semer un peu plus le chaos dans l'économie américaine. Mais bon, là, il va faire reculer ça à 81, pourquoi pas 12, pourquoi pas 3,96, je ne sais pas. À un moment donné, l'imprévisibilité du président tue sa politique. Et c'est ça qui est actuellement le problème. Tout à l'heure, vous avez montré le président du port de Los Angeles. On est en train de mettre les débardeurs à pied là, dans les ports de la côte ouest américaine parce qu'il n'y a plus de bateaux qui rentrent de Chine. Le mal que ça fait à l'économie américaine commence à se faire sentir, mais commence seulement. À un moment donné, ça va faire très mal. Et là, on verra ce que le président veut vraiment faire. Parce que s'il est capable de dire, ben là, je peux commencer à bouger sur le chiffre, à un moment donné, il va peut-être bouger sur le principe même des tarifs. Et quelle sera l'attitude de la Chine dans ces négociations-là, Raphaël? C'est une bonne question parce que la Chine est coincée dans une situation qui est, à certains égards, opposée à celle des États-Unis. C'est-à-dire que la crainte à la fois économique et politique pour l'administration américaine, c'est bien sûr l'inflation, de la voir repartir à la hausse, surtout si on commence à se retrouver dans une situation dans quelques semaines, comme plusieurs l'estiment ou même le craignent, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des tablettes qui sont en partie, peut-être en totalité, vides aux États-Unis, notamment en vertu de ce que Michel décrivait il y a un instant. Donc, problème évidemment si ça se produit d'inflation qui pourrait théoriquement repartir à la hausse. Du côté chinois, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que un des problèmes fondamentaux de l'économie chinoise depuis quelques temps maintenant, c'est un risque additionnel de déflation. Et sans vous donner un cours d'histoire économique, quand on sait c'est quoi une crise déflationniste, je ne dis pas que la Chine est au milieu d'une crise déflationniste, mais quand on a un problème de déflation, ça peut être une spirale de laquelle c'est encore plus difficile de se retirer qu'une spirale inflationniste. Tout ça pour vous dire que quand vous êtes une économie comme celle de la Chine, qui dépend cruellement de ses exportations, d'abord et avant tout dans deux marchés principaux, l'Union européenne et bien sûr les États-Unis d'Amérique, ces tarifs-là doivent prendre de bord le plus rapidement possible. Une fois que ça s'est dit, une chose dont je pense qu'on a très peu parlé qui est importante de réaliser, c'est-à-dire que Michel parlait de la nature arbitraire des tarifs. Il a raison de le faire. Que ce soit 80 145 d'où viennent ces nombres-là, on ne le sait pas. Mais dans tous les cas, que ce soit 10, 100 ou 200 est-ce que les autorités américaines sont vraiment capables de les faire appliquer? Ou est-ce qu'il n'y a pas au contraire beaucoup de firmes chinoises présentement qui, par une foule de moyens de contournement, réussissent à esquiver, ne serait-ce qu'en partie, ces tarifs-là? Je donne un exemple très, très simple. Des firmes chinoises qui sous-évaluent la valeur des biens qu'ils exportent ou qu'elles exportent aux États-Unis. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un casse-tête à la fois du côté américain et du côté chinois. Je vous soumettrai que la pression, elle est forte des deux côtés, même si on ne le laisse pas nécessairement toujours entièrement transpirer. Mais en même temps, la Chine, ça fait quelques semaines où M. Trump disait « Ah, la Chine doit nous appeler pour négocier ». On n'a pas eu beaucoup de réactions de la Chine, Michel.
Non, mais la patience est une vertu chinoise que n'a pas M. Trump. Ouais. Alors, pour M. Trump, ça presse. Il peut pas continuer extrêmement longtemps à faire ça. La Chine a les défauts de ses qualités. C'est un pays avec une économie centralisée, avec le Parti communiste qui dirige le pays. Alors, la Chine est capable beaucoup plus d'imposer une discipline à son secteur économique et d'attendre. Alors, les objectifs et les façons de procéder sont vraiment très différents dans les deux pays. Donald Trump qui annonçait hier cette entente, ce partenariat ASEB avec le Royaume-Uni. C'est la première entente, finalement, depuis le début de cette guerre commerciale mondiale. Oui, et puis il a annoncé ça vraiment en grande pompe. Mais en fait, est-ce que cette entente, elle survivra-t-elle le temps, en fait? Parce qu'en fait, il n'y a rien... Vous savez, l'ACO, par exemple, avec le Canada, c'est quand même un traité qui est ratifié par le Congrès. Cette entente-là, on n'a pas encore vraiment les détails. Il n'y a rien qui a été vraiment signé, si vous voulez. Donc, il n'y a rien qui oblige, en fait, les États-Unis à respecter l'entente qu'ils auront signée. Mais en tout cas, c'est sûr que pour Donald Trump, c'était extrêmement important de faire cette annonce-là avec le Royaume-Uni. Le Premier ministre Keir Starmer était là. Donc les États-Unis veulent vraiment que le marché britannique s'ouvre, par exemple, aux produits agricoles américains comme le bœuf. Il va y avoir également des transactions sur les Boeing, les avions. Donc ils ont vraiment annoncé ça en grande pompe. Un des architectes de cette entente-là, c'est l'ambassadeur britannique aux États-Unis, Peter Mandelson, qui, vous savez, lui, c'était l'architecte du New Labour en Grande-Bretagne. Il travaillait avec Tony Blair, Gordon Brown. Donc c'est quelqu'un qui est assez très respecté au Royaume-Uni. Et donc, on sent vraiment que c'est un peu lui qui a tiré un peu les ficelles là-dessus. Mais cette entente, est-ce qu'elle va durer? On ne sait pas encore. Et je pense que... Mais pour Donald Trump, c'était important d'avoir cette image, surtout le lendemain où le président de la Réserve fédérale disait qu'il va y avoir une inflation, que l'économie va ralentir. Psychologiquement, pour les Américains, ils ont besoin d'entendre que voilà, il a réussi à quand même signer, ou en tout cas à s'entendre avec les Britanniques. Et est-ce que ça peut envoyer quelques signaux au Canada pour justement, dans ces tentatives de négociation, Raphaël, cette entente-là? Oui et non, c'est-à-dire que c'était, je vous soumettrais peut-être le traité, et Azeb a raison de le mentionner, c'est même pas techniquement un traité, disons que c'était l'entente technique, peut-être la plus facile à aller chercher. De un, parce que le Royaume-Uni, contrairement à bien d'autres pays, incluant le Canada, n'a pas de surplus commercial avec les États-Unis. Elle a un déficit commercial. Donc, l'argument sur lequel M. Trump insiste depuis des mois, il ne l'avait pas face au Royaume-Uni. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la dimension peut-être plus politique de la chose. C'est-à-dire que Keir Starmer et son gouvernement ont fait un calcul, et je ne juge pas d'un côté ou de l'autre, c'est simplement une observation, un calcul foncièrement différent de celui du Parti libéral au Canada. C'est-à-dire prendre une approche beaucoup moins de confrontation face à M. Trump, davantage de collaboration en coulisses. C'est pas ça qu'on a, disons, du côté canadien. Je comprends les incitatifs du côté canadien de ne pas traiter la situation de la même façon. C'est simplement vous dire que pour ce qui est d'entente avec le Royaume-Uni, je vous soumettrais que c'était beaucoup plus facile pour M. Trump et son équipe d'arriver à une entente. Est-ce qu'on peut extrapoler à partir de ça et dire, écoutez, ça va être extraordinaire pour le reste de la planète? Je vous soumettrais que la réponse est non, surtout, encore une fois, à la lumière de ce qu'Azeb mentionnait, c'est-à-dire que ce n'est pas un traité, c'est extrêmement vague. Et c'est très, très loin de ce que M. Trump lui-même promettait lors de la rencontre avec M. Carney, c'est-à-dire une entente absolument extraordinaire, presque sans parallèle depuis des années. La différence, encore une fois, entre la rhétorique et la réalité est grosse. Michel, vous avez ajouté on quelque l'a chose? pas vu. On l'a pas vu, l'entente. On sait qu'il y a une entente, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, à un moment donné, on verra, quand on verra ce qu'il y a dedans, si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Mais là, on a le principe d'une entente. Vous savez, c'est un peu comme quand les syndicats ont une entente de principe à la table de négociation. Des fois, c'est pas ratifié par les membres. Hein. Alors, il faudra voir. C'est pas sûr qu'on ait un deal, comme dit M. Trump, aussi retentissant que ça. Donc, on a peut-être pas un deal, mais on a un nouveau pape, en tout cas, et il est américain. Est-ce que Donald Trump en rêvait d'un pape américain, Azeb? Écoutez, il était très content. En tout cas, il était ravi. Et vous savez, tout ce qui est historique, sans précédent, et surtout sous sa présidence, Donald Trump était sincèrement heureux que ce soit un pape américain. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce pape, on le sait, est plutôt progressiste. Et vous savez, Steve Bannon, là, qui était associé quand même à Donald Trump et qui est encore très, très actif dans le mouvement MAGA, lui, il aurait préféré le pape africain de la Guinée, le cardinal Sarah, parce qu'il est beaucoup plus conservateur, il est pro-vie, il est contre les mariages gays, etc.
etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'Américains, hier, on en a rencontré pour prendre des réactions, et ils disaient, oui, c'est très bien qu'il soit américain. Certains, très conservateurs, disaient, par contre, c'est quoi sa position sur les mariages de personnes divorcées, par exemple, ou encore sur les mariages gays. Alors, il y en a un qui nous a même parlé de la communion de politiciens qui sont pro-choix, et que vraiment, ce pape-là, il va trahir un peu la foi catholique. D'autres Américains nous disaient, au contraire, c'est très bien qu'on ait un pape américain, ça va être un peu le contrepoids de Donald Trump. Il va peut-être ramener Donald Trump à la réalité, le rendre peut-être un peu plus humain. Peut-être que Donald Trump, puisque c'est un pape américain, va peut-être un peu plus l'écouter. Donc, il y avait ça aussi, beaucoup d'espoir, en tout cas, des États-Unis, des Américains envers ce pape, c'est sûr. Raphaël? Oui, Catherine, il y a un type d'élection par rapport auquel je ne prétends avoir absolument aucune expertise. Ce sont des élections papales. Oui. Je vais laisser mon temps de parole à Michel là-dessus. Mais quand même, vous nous aviez montré on va revenir à vous, Michel, mais cette photo qui a fait beaucoup réagir, parce qu'on s'en parlait du pape vendredi dernier, puis et on disait, ben là, Donald Trump voulait être pape. On la voit, cette photo générée par l'IA, qui a quand même fait beaucoup réagir les catholiques, et pas toujours de bonne façon aux États-Unis. Michel, je vous cède la parole, donc. Il y a 75 millions de catholiques aux États-Unis. C'est énorme. Et en plus de ça, ils sont en plus grande proportion dans les États clés, là, les fameux États clés dont on a parlé dans toute la campagne électorale. Pennsylvanie, Michigan, des choses comme ça. Et eux, ils l'ont pas trouvé drôle. Non? Ils ont trouvé que c'était un manque de respect total envers leur religion. Enfin, beaucoup de gens l'ont exprimé comme ça. Alors, je ne suis pas sûr que c'était un bon coup de M. Trump, mais je pense que le pape va être très occupé à parler d'immigration. C'est un sujet sur lequel ce qui lui tient à cœur, pour qui il est très important. Et là-dessus, il est à peu près évident que ce ne sera pas en parlant des mêmes positions que du président Trump. Et on a déjà vu qu'il avait répondu à J.D. Vance sur les réseaux sociaux à un moment donné avant d'être élu. Alors, je ne pense pas qu'on a un pape trumpiste, loin de là. Non, absolument. Quoiqu'il, effectivement, il est né aux États-Unis, mais il a vécu longtemps au Pérou aussi, donc premier pape nord-américain. Azeb, vous vouliez nous parler d'un premier groupe de réfugiés sud-africains blancs qui devraient arriver aux États-Unis la semaine prochaine. Des gens qui disent subir du racisme. Caroline Leavitt qui en a parlé, d'ailleurs, aujourd'hui. On va aller l'écouter, puis on revient ensuite. This group in South Africa has faced racial persecution. In fact, the government there has vowed to take away their farmland that they own. And so the president has talked significantly about this. Azeb? Ben voilà, écoutez, c'est intéressant de voir la différence. Donald Trump parle de ces réfugiés. Il faut préciser que ce sont des Sud-Africains blancs. C'est le pays qui a eu quand même l'apartheid pendant très longtemps. Et quand vous voyez les journalistes sud-africains, ils disent que c'est pas du tout vrai, que vraiment les personnes sont extrêmement bien traitées. Et c'est le contraste avec tous ces migrants clandestins qui sont aux États-Unis, qui sont sans papier, où il y a vraiment une véritable rafle pour les renvoyer dans leur pays. Certains, on ne sait même pas si ce sont des criminels ou pas. Ils sont envoyés directement dans cette prison au Salvador. Donc, ces personnes-là devraient normalement arriver lundi. On parle de 60 personnes, 60 afrikaners qui vont venir. On sent aussi qu'il y a un peu l'influence de Elon Musk, qui est quand même originaire d'Afrique du Sud. Son père vit là-bas. Et eux, en fait, ce que l'administration dit, voilà, ces personnes blanches subissent du racisme en Afrique du Sud. Donc, il faut qu'ils se réfugient aux États-Unis. Donc, on leur déroule en quelque sorte le tapis rouge. Donc, il y a vraiment un contraste avec la situation d'autres réfugiés aux États-Unis. Raphaël? Oui, sans litiger la situation sud-africaine, c'est sûr que d'un point de vue de perception politique aux États-Unis, ça donne une voix absolument extraordinaire aux adversaires de M. Trump, surtout sur les questions migratoires, en réduisant ça essentiellement à une question littéralement noir et blanc. Il veut chasser les personnes noires des États-Unis, les personnes brunes même à la limite des États-Unis, alors qu'il fait carrément venir proactivement des personnes blanches. Donc, au niveau de la perception, je vous soumettrai que c'est problématique pour M. Trump. Et c'est curieux d'un point de vue stratégique, dans la mesure où ce type-là a connu des percées absolument remarquables pour un candidat républicain en 2024, notamment auprès des communautés à la fois hispaniques et noires. Donc, c'est effectivement, en ce qui me concerne, là, carrément faire un cadeau à l'opposition d'un point de vue politique. Michel?
D'abord, ils ne sont pas sujets à de la persécution, les Blancs d'Afrique du Sud. J'entendais un porte-parole de la Maison-Blanche dire on leur vole leurs terres. Non, c'est une loi que le gouvernement sud-africain a fait passer pour donner des terres non occupées, non cultivées à des fermiers noirs. C'est pas exactement la même chose. Il y a une grosse nuance là. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec Raphaël. C'est quelque chose qui peut tout à fait nuire à M. Trump parce qu'il y a un accent raciste là-dedans. Il est très difficile de dire le contraire. On parlait de négociations avec la Chine en fin de semaine pour Scott Bessent. On va parler maintenant de pression pour la paix en Ukraine. Donald Trump qui continue de faire pression sur la Russie, qui demande un cessez-le-feu de 30 jours, Azeb. Oui, de 30 jours. En fait, sur la Russie et l'Ukraine, vous savez, on entend plusieurs messages, plusieurs sons de cloche, si vous voulez. D'une part, on a l'impression que les États-Unis veulent se retirer de la médiation, ils veulent laisser l'Ukraine et la Russie s'entendre, en tout cas s'entendre sur des lignes directrices. C'est ce que le vice-président J.D. Vance avait écrit. Il faut qu'ils s'entendent d'abord et puis après, on pourra parler de médiation. Il y a cette entente aussi sur les terres rares qui a été signée quand même avec les États-Unis et l'Ukraine. Et là, on sent que Donald Trump veut vraiment faire pression sur Vladimir Poutine. En tout cas, ce que les médias américains rapportent, c'est qu'il y a vraiment, c'est plus vraiment l'amour fou entre Trump et Poutine et qui met vraiment la pression sur Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on ne le sait pas parce qu'on sait quand même qu'ils s'entendent très bien. Donc on va voir ce que va répondre la Russie. La Russie a voulu faire ce cessez-le-feu de 3 jours pendant les célébrations de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie qui va durer 3 jours, donc du 8 au 11 mai. Donc dimanche, ça va prendre fin, ce cessez-le-feu russe. On va voir comment ils sont en train d'en discuter dans les coulisses. Et puis Donald Trump qui se rend au Moyen-Orient. Là, il va parler de la question palestinienne, de Gaza, d'Israël, mais certainement qu'il va également parler de la question ukrainienne. Michel? La réalité, c'est que M. Trump semble avoir assez peu de pouvoir de persuasion sur M. Poutine, qui fait pas mal ce qu'il veut depuis l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche, et même avant, disons-le. Alors, à un moment donné, l'idée d'être gentil avec M. Poutine dans l'espoir que ça donne quelque chose, par exemple, un cessez-le-feu en Ukraine, ça ne semble pas du tout être conforté par les faits. Raphaël? Azeb parlait il y a un instant de différentes personnes qui ont tenu différents propos. Cette semaine, les propos les plus intéressants, les plus révélateurs personnellement que j'ai entendus ont été ceux de M. Vance, justement, qui a dit, et il faut comprendre, je le fais brièvement, d'abord le contexte. M. Vance fait partie des plus importants partisans aux États-Unis d'une ligne peut-être plus douce face à Moscou, de faire des concessions au Kremlin dans l'espoir d'obtenir une paix avec l'Ukraine. Donc, il est très, très loin des faucons qui, eux, préconisent depuis des années la ligne dure, on laisse pas un pouce à M. Poutine, il faut absolument armer les Ukrainiens coûte que coûte. M. Vance ne fait pas du tout partie de cette école de pensée-là. Et malgré ça, cette semaine, lorsqu'on lui a posé la question de savoir comment allait justement le processus de paix, il a dit, écoutez, présentement, notre évaluation, l'évaluation de l'administration de Trump et de moi-même, c'est que la Russie demande trop. Les demandes russes sont déraisonnables. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on, comme Américains, accepte ça, encore moins que les Ukrainiens l'acceptent. Donc, on est très, très, très loin d'une fin à ce conflit-là, de un, et rapidement de deux. Regardez ce qui se passe présentement. Oui, évidemment, il y a les célébrations à Moscou. Xi Jinping qui est présent, pas pour 1, pas pour 2 jours, pour la majeure partie de la semaine. Faites le tour de l'horaire des chefs d'État importants de la planète. C'est très rare, à moins qu'il y ait une gestion de crise monumentale à faire, qu'il y ait un sommet multilatéral international majeur. Très rare qu'on passe autant de temps dans un seul pays à parler à un seul interlocuteur majeur. Quand on le fait, comme c'est le cas dans le contexte d'une célébration nationale de la sorte, c'est qu'on veut envoyer un message hyper clair au reste de la planète, que même si on n'appelle pas ça techniquement une alliance, c'est de facto ce qu'on a présentement entre les deux grandes puissances que sont la Chine et la Russie. Est-ce que c'est étonnant que Donald Trump ne soit pas allé en Russie, justement, pour ces célébrations du jour de la victoire, Michel? D'habitude, c'est la Russie qui invite. Et c'est une fête très russe aussi. Ils sont les seuls à célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale à cette date-là parce que c'est la date où eux sont arrivés à Moscou, à Berlin plutôt, excusez-moi. Mais c'est pas l'habitude d'avoir beaucoup de chefs d'État étrangers à ça. Alors j'aurais été surpris qu'ils invitent M. Trump. Mais là, il y avait le président chinois, comme le disait Raphaël, le président brésilien, vénézuélien. Il y avait aussi d'autres chefs de gouvernement, une vingtaine au total qui étaient là quand même.
Oui, mais les Américains ne vont pas d'habitude à ces c'est ça. choses-là. Azeb, vous parliez en terminant de ce voyage à l'étranger la semaine prochaine de Donald Trump, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats arabes unis. À quoi on peut s'attendre de ce voyage-là? C'est un voyage extrêmement important là, pour Donald Trump. Vous savez que le seul voyage qu'il avait fait avant, c'était pour la mort du pape François. Donc là, il va rencontrer, il va y avoir énormément de discussions sur la situation à Gaza. C'est ce que la Maison-Blanche nous indique, sur ce qui se passe en Israël. Il paraît qu'avec Netanyahou, ça ne va pas très bien non plus. Il y a énormément de pression aux États-Unis aussi pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que les otages soient libérés également de Gaza. Donc il va y avoir des discussions là-dessus, voir s'il peut négocier un cessez-le-feu. Un voyage extrêmement important, c'est Steve Witkoff, son envoyé, qui a été à plusieurs reprises dans cette région-là, qui a aussi été à Moscou rencontrer Vladimir Poutine. Mais là, il va être question de Gaza et certainement qu'il va être question également de l'Ukraine. Donc peut-être qu'il va y avoir une entente, puisque le président se déplace. Peut-être qu'il va y avoir une entente ou un cessez-le-feu dans un de ces deux pays-là. Raphaël? Oui, sans spéculer, ce que je mentionnerais, c'est un petit peu ce que Azeb a mentionné, c'est-à-dire que si ça n'avait pas été du décès du pape, de l'ancien pape, je devrais dire, M. Trump aurait effectué son premier voyage officiel en terre étrangère la semaine prochaine. Et soit dit en passant, c'est la même chose qu'à pareille date ou pareil stade, disons, il y a 8 ans. C'est-à-dire, premier voyage formel international après des mois en fonction en Arabie Saoudite. Ça aussi, disons que ça envoie un message économique et énergétique assez clair. Vous avez le mot de la fin, Michel? J'ai très hâte de voir comment M. Trump va cesser d'émuler son premier mandat. Parce que là, il fait exactement, comme disait Raphaël, exactement le même voyage qu'au premier mandat. Ça ne l'avait pas tellement aidé. Il n'y avait pas eu de résultats extraordinairement concrets de ça. Alors, s'il cessait encore, il faudra voir quelle conclusion il en tire. Azeb, Michel, Raphaël, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.